Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Vous êtes à Presse Éco. Votre Presse Éco, c'est votre émission plateau qui vous permet ensemble de revenir sur les faits qui ont marqué l'actualité au plan national et international. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets au plan national. D'abord, on parlera de cette crise au niveau des différents partis, notamment au CDP et à l'UNIR-PS. L'UNIR-PS qui a connu donc le départ d'un de ses cadres, Alexandre Sankara, on va en parler. Et puis nous parlerons également d'insécurité au Sahel avec la fermeture du tribunal de grande instance, suivie bien avant de la fermeture, disons, des écoles également, suspension des cours. Et puis on va terminer toujours au plan national avec ce débat sur le vote de la diaspora de Burkinabé de l'extérieur. Et puis en Afrique, disons, au Togo, comme en Guinée, c'est l'affaire Bolloré, Vincent Bolloré, du nom de l'opérateur français Bolloré, qui a donc maille à partir avec la justice française pour des concessions portuaires au niveau donc de ces deux pays. Pour en parler, je suis avec donc Vokouma Joachim, qui est le directeur de publication donc, de Kasseto.net, qui est un journal en ligne. Merci Vokouma d'être sur ce plateau. Et puis Maître Kielem de Tambela, il est donc avocat, inscrit au barreau. Il est également le président du CRI, qui est le Centre de recherche international des stratégies. Merci Maître d'être venu sur ce plateau. Et puis Ali Mamadou Compaoré, journaliste à la RTV Télévision Nationale. Merci Ali d'être là sur ce plateau. Et puis enfin, Yacouba Ouedraogo, il est le directeur de publication Kama News, voilà, j'y arrive. Kama News, qui est un journal, un web magazine, un journal donc d'information en ligne. Merci à vous donc d'être venu sur ce plateau. Je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes aujourd'hui en direct. C'est notre format, grand format Presse Éco, qui va donc permettre que d'ici là, les téléspectateurs puissent donc appeler pour donner, en tout cas leur avis, leurs analyses par rapport aux sujets qui seront débattus ici. Et donc pour cela, on va demander aux téléspectateurs de suivre à l'écran le numéro qui va s'installer, le numéro qui va passer, c'est le numéro donc de standard. Vous pouvez déjà appeler pour vous inscrire sur la liste de ceux qui pourront prendre donc la parole le moment venu. Alors, pour commencer, on va aller sur un sujet qui a aussi retenu l'attention au niveau de l'opinion. On a vu un communiqué qui a circulé, information prise, on s'est rendu compte que c'était vrai, au niveau du Parlement burkinabé, il a été organisé des séances de prière de toutes les confessions religieuses dans l'enceinte du Parlement. Alors, pour certains, est-ce que c'est un modèle de vivre ensemble? Pour d'autres également, la laïcité est ici certainement aussi mise en cause. Alors, donc, on voudrait très rapidement sur ce sujet-là que vous donnez votre avis, Maître. Moi, je pense que nous sommes dans un État laïque. Il faut respecter la laïcité. Chaque confession religieuse a ses lieux de culte. Donc, si vous voulez célébrer des messes, faire des doigts, etc., rejoignez les lieux de culte appropriés. Parce que si on parle comme ça, d'ailleurs, je vous dis une chose. Pourquoi les insurgés avaient brûlé l'Assemblée nationale? En droit constitutionnel, on apprend aux étudiants que les députés doivent se réunir toujours au lieu à l'Assemblée nationale, sauf décision expresse acceptée. Pourquoi? C'est pour éviter qu'il y ait des réunions clandestines ailleurs, des votes surprises, etc. Voilà. Donc, l'Assemblée nationale, c'est le lieu de débat, du vote des lois, etc. Il ne faut pas faire de confusion. Bon, moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on associe les gens des autres cultes, etc. Mais que ce soit aussi dans leur lieu approprié. Parce que si on commence comme ça, après on va commencer à dire oui, nous sommes les plus nombreux, nous sommes les plus actifs, etc. On ne sait pas d'où le problème peut venir. Donc moi je pense que si vous voulez faire des sacrifices, si vous voulez célébrer des messes, si vous voulez faire des doigts, il y a la grande mosquée qui est là, il y a la cathédrale qui est ici, il y a le lieu de coutumier qui est là, les députés peuvent se rendre là-bas. Donc on n'a pas besoin d'aller à l'Assemblée nationale pour profaner, si je peux ainsi dire, un lieu dont ce n'est pas l'objectif. D'accord. Vokouma, sur ce sujet, pour certains, à partir du moment où toutes les confessions ont été invitées, donc il n'y a pas eu de ségrégation, donc par conséquent, la République est sauve. Donc l'esprit républicain ou laïque, la laïcité n'a pas de problème à partir de ce moment-là. Il semble que ceux qui pratiquent la religion dite traditionnelle ont célébré leur rite dehors, dans la cour. Oui, parce que c'est tellement qu'ils font des immolations. Oui, mais justement, voilà, c'est discriminatoire. Pourquoi les autres ont droit à la salle et les autres doivent aller dehors? C'est justement en cela qu'il faut éviter la confusion. C'est écrit dans notre Constitution que nous sommes un État laïque. Ça veut dire quoi un État laïque? C'est un État qui ne se mêle pas de la religion. La religion, c'est un fait privé. Le citoyen ne demande pas à un État, au président, au gouvernement, d'assurer son salut au ciel. Ce qu'il lui demande, c'est construire des écoles, des routes.
La religion, c'est une affaire privée. C'est écrit dans la Constitution. Mais ça fait depuis longtemps qu'il y a cette confusion. En 2013, le gouvernement a voté en Conseil des ministres une subvention pour payer le pèlerinage de certains musulmans à la Mecque. C'est une opération qui a été renouvelée encore sous ce gouvernement-là. C'est une confusion des rôles. On ne demande pas à un État de payer ce genre de choses. Le contribuable ne donne pas son argent pour ce genre d'affaires. C'est une affaire strictement privée. Parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas. À eux, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des diagnostics. Mais est-ce que quand le gouvernement fait des subventions, est-ce que ce n'est pas dû au fait que dans la Constitution, voilà, l'article 7 de la Constitution dit que la liberté de croyants, de non-croyants, la liberté de conscience existe. Donc l'État organise ça d'une certaine façon. Non, mais ça veut pas. Non, c'est-à-dire que l'État laisse créer un cadre juridique qui permet à chacun d'exprimer sa foi dans l'espace qui lui convient. Ça ne veut pas dire que l'État intervient dans l'organisation des cultes religieux. Et parce que moi qui ne suis pas, je peux ne pas être catholique, musulman, protestant, j'aimerais bien que le chef de mon village fasse son devis, 5 boucs, 3 coqs blancs, et qu'il vienne soumettre pour qu'on finance justement la célébration de son basga. Mais est-ce que le problème c'est le principe, c'est le principe même que l'État subventionne par exemple ou s'intéresse à certaines questions, ou bien est-ce que c'est le fait qu'on ne mette pas tout le monde dans la même... C'est le principe même. Est-ce que si on met tout le monde dedans, il n'y a plus de problème? Non, c'est le principe même de la subvention qui pose un problème. Ok. Voilà. Yacouba Ouedraogo, sur cette question, on dit non, nous ne sommes pas en France, donc la laïcité française, c'est pour les Français. Ici, ce n'est pas les Français. Donc nous, on fait notre vivre ensemble, on a notre culture, notre façon de faire. C'est ce qui revient très souvent. Est-ce que ça aussi, compte tenu de la spécificité de notre culture, est-ce que ce n'est pas un autre modèle de laïcité que le Burkina aussi peut inventer? Oui, la laïcité française, elle n'est pas la même que celle anglaise, et elle n'est pas la même que celle américaine. Les États-Unis sont laïques, mais in God we trust, c'est sur le biais du dollar. Voilà. Ici, une fois que on a émis des réserves, on est même un peu heurté par le fait que l'institution Assemblée nationale organise là. J'ai dit, si on veut être sérieux, il faut que ça nous amène un peu plus loin dans le débat. Tout ce qui est important dans ce pays, quand on crée la commission constitutionnelle, les religieux sont représentés en tant que qui? Est-ce que dans le débat, un religieux, il vient pour faire quoi, si ce n'est pas pour imposer ou faire prendre en considération sa façon de concevoir le monde? Donc, à tous les niveaux, vous prenez la commission électorale, il y a des religieux là-bas. La Commission nationale des droits humains, CNDH. Et puis, vous avez remarqué que dans les discours officiels, de plus en plus, c'est que Dieu bénisse le Burkina. Que fait-on de ceux qui disent que Dieu n'existe pas? On a des Raéliens ici. Parce que j'ai l'impression que même ceux qui disent être choqués sont choqués avec jusqu'à un certain niveau. Parce qu'eux-mêmes, leur laïcité ne leur permet pas, par exemple, je crois que beaucoup de Burkinabés sont des gens qui disent plutôt que Dieu existe. Mais poussons les raisonnements jusqu'à dire que la laïcité, c'est la liberté de croire, également de dire que, écoute, je crois à mon ordinateur. Mais ça, c'est clair dans la Constitution. Voilà. Oui, mais la liberté de croire, la liberté de croyance, de non-croyance. Si on le pousse jusqu'à ce terme, la conséquence sera que désormais, quand on veut gérer les affaires de l'État, on ne met pas des représentants des différentes confessions. Parce que nous, on a poussé même le bouchon jusqu'à, au lieu de dire, quand on dit les représentants des associations de droits humains, on ne rentre pas dedans pour voir qui s'occupe de la question spécifique des enfants, tout. Donc, on pourrait même dire représentants des communautés religieuses, et ils n'ont qu'à s'entendre pour trouver un. Mais là, l'État rentre même. Donc, je dis, l'État s'est toujours mixé. La laïcité à la Burkinabé a toujours ressemblé à, bon, est-ce qu'on peut gérer la religion? D'accord. Ali? Bon, moi, je suis un peu... Il y a un problème qui est posé à double niveau ici. Il y a le fait que l'État lui-même se déplace vers les religieux, il s'ingère dans leur organisation interne, dans leur fonctionnement, mais il y a aussi que les religieux aussi intègrent les instances publiques de l'État pour gérer la chose publique. Alors, est-ce que ça fait double fonction? Bon, ce que moi je voulais faire remarquer d'abord, c'est un peu le jeu un peu flou de notre État. Parce que vous vous souvenez qu'à un moment donné, on avait dit qu'il fallait mettre des lois pour éviter les signes distinctifs, les signes religieux dans les administrations. À l'époque, sur ce plateau, j'avais dit, bon, attends, si un évêque arrive pour faire sa carte d'identité, ou bien à l'hôpital, ou bien dans un ministère, dans sa soutane, on fait comment? Bon, donc, le problème a été posé. Aujourd'hui, on organise des séances religieuses dans un haut lieu de la République. Et les autres ont si bien expliqué.
les religions sont organisées dans notre pays, mais ce n'est pas l'État qui organise. Et Vokouma a dit, l'État ne s'occupe pas du salut des hommes au paradis. L'État s'occupe du salut des hommes sur Dunia. Sur Dunia, ça veut dire sur la terre, les routes, les hôpitaux, tout. L'État n'a qu'à se contenter de ça. Moi, je trouve que, pour terminer, être bref, parce que les autres ont si bien expliqué, c'était une faute d'organiser ce genre de cérémonie dans un lieu pareil. Voilà, il fallait demander aux religieux d'organiser, aux musulmans d'organiser le truc à la mosquée, aux protestants, au temple, à l'église catholique, à l'église, et puis les religions traditionnelles ont un lieu où ils font les cérémonies, et puis on le fait. D'accord. Et puis c'est tout. On ne peut pas continuer à faire le mélange de genres comme ça, c'est pas bon. Quelque chose en une petite seconde. Voilà, je pense qu'il faut des états généraux de la laïcité dans notre pays. Parce que, comme on a rappelé, il y a des contextes. En 2013, il y a eu un forum, oui, mais jusque-là, les conclusions sont laissées. Je crois que c'était très orienté, ce forum-là. Je termine, parce qu'effectivement, chaque pays a son histoire. Nous ne sommes pas dans un pays où la vie religieuse et éducative a été contrôlée pendant longtemps par les religieux. Non, ce n'est pas le cas. D'accord, merci. Non, je voulais ajouter juste un petit mot, c'est pour dire aux responsables religieux de faire preuve d'un peu de personnalité quand même lorsqu'on les appelle pour les Merci Ali, merci. On va donc évoluer. Cette fois-ci, parler des partis politiques. À deux ans, on va dire 2 ans de la campagne électorale ou des élections en 2020, on remarque qu'il y a des soubresauts un peu partout dans les partis, à commencer par le CDP, qui est donné comme étant un parti aujourd'hui qui peut très bien concurrencer le MPP en 2020, mais on remarque qu'il y a des soubresauts internes liés un peu au contrôle de la direction du parti. Vous avez tous suivi cela. Alors on va s'arrêter aussi sur le CDP, mais il y a l'UNIPS aussi, où on vient de voir le départ de Alexandre Sankara, donc, qui était un député UNIPS, mais qui est aussi un cadre quand même de premier plan de ce parti-là, donc qui a quitté, qui a créé le PUR, qui est un nouveau parti, en tout cas de lui. Alors, sur ces questions-là, je voudrais qu'on intervienne. D'abord, pour commencer au niveau du CDP, Vokouma. Oui. Bon, pour le CDP, c'est vrai, on en a déjà discuté ici. Ils tiennent leur congrès début mai, qui doit être le congrès de l'unité. Mais au stade actuel, on peut s'interroger sur l'atteinte de cet objectif-là. Puisque quand on regarde les tournées du président Eddy Kombero, que ce soit à Ouajouya, à Yako, à Zignaré, à Fada, à Bobo, on voit bien que ni Achille Tapsoba, ni Léon Skone, ni ceux qui ont remis en cause sa légitimité à diriger le parti n'étaient présents. À Fada également, celui qui est donné aussi comme son challenger, Jean Koudiati, qui est de la région, il n'y était pas. À Zignaré, Achille Tapsoba, qui est de la région, qui est de Doncin, il n'y était pas non plus. Donc, à Bobo aussi, il semble que Salia Sanou aussi n'y était pas. Voilà, donc l'unité recherchée aujourd'hui apparemment a du plomb dans l'aile. Mais est-ce que ce n'est pas parce que Eddy Komboyo enfourche on va dire le slogan du président jeune qu'il y a peut-être cette rupture, cette rupture? Enfin, il n'est pas aussi jeune que ça. Je veux dire, c'est vrai qu'en politique, à son âge, on est jeune. Mais comparativement aux autres, effectivement, aux Léon Skone, il paraît jeune. Mais ce n'est pas un problème d'âge. Je pense qu'il y a encore des gens au CDP qui n'ont toujours pas accepté remettent toujours sa légitimité en cause, qui n'acceptent pas toujours qu'il soit président parce qu'ils disent qu'il est arrivé à la tête du parti dans des circonstances exceptionnelles et que, voilà, ces circonstances étant passées, lui-même a quitté le pays pour des raisons qu'on sait, n'a pas la légitimité. Or, on en a discuté ici, ils ont trouvé une solution entre eux. Ils ont toujours le président du parti, mais dans la préparation du congrès qui vient, on voit bien qu'il y a beaucoup de tiraillements. On ne sait pas très bien ceux qui se positionnent pour le concurrencer éventuellement à la présidence sont un peu dispersés. On parle de Juliette Bonkungu, apparemment elle s'est rétractée. Il y a Léon Skone qui a dit qu'il n'est pas candidat. Achille Tapsoba, est-ce qu'il doit être candidat ou pas? Je ne suis pas sûr. Mais au final... Il y a Bourema Badini. Il y a Bourema Badini, effectivement. Il semble qu'il a obtenu l'autorisation du fondateur du parti. Ça, je n'en sais rien. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Observateur a publié le week-end le budget prévisionnel de 155 millions. Tout à fait. Sauf qu'ils n'ont pas les 155 millions. Ça, c'est le budget.
d'après les informations que j'ai, à la date d'aujourd'hui, ils n'ont même pas réuni 10 millions. Qui va financer ça? Mais ça peut revenir, ça peut arriver en un coup de clic, non? Ah, bon, voilà. Alors, Yacouba, avec toi, on va parler de ce congrès qui va effectivement arriver. Est-ce que ce sera le congrès de la CASU? Parce qu'apparemment, quand on regarde le camp Edi Kombo-Igo, on regarde les autres camps aussi qui se décident, notamment le camp de Koudiati, il y a le parti qu'il faut prendre, ou on le prend ou on ne le prend pas. Mais sûr, alors que personne n'est dans ce sens-là en fait prêt pour accepter peut-être la défaite. Est-ce que ce congrès-là sera le congrès de la cassure? Parce que la cassure, ça peut être l'implosion ou l'explosion. Ça va voler en éclats. Ce qui est sûr, ce ne sera pas le congrès de l'unité. Parce que il y a tellement de ressentiments, il y a tellement de choses qui sont en train de se dire que quel que soit l'homme qui va prendre la présidence du CDP, il ne fera pas le consensus autour de sa personne. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, je crois que toute cette querelle pose en fait un seul problème. Une fois le traumatisme de l'insurrection passé, une fois la terreur de la transition passée, Blaise Compaoré, est-ce qu'il doit avoir une place dans le jeu politique burkinabé, oui ou non? Et au CDP, c'est ce débat qui se mène. Parce que vraisemblablement, les différents camps se déchirent autour justement de la place qu'il faut accorder à Blaise Compaoré. Ayant fait sa partition avec tout ce qu'on sait comme résultat, est-ce qu'il est temps pour lui de passer la main, que des gens assument l'après Blaise, ou bien il faut toujours faire la place à Blaise et puis attendre des instructions de sa part. Donc aujourd'hui, on ne va pas jouer les oiseaux de mauvais augure contre le CDP, mais beaucoup de choses se disent que si tel courant passe, l'autre courant, à défaut de quitter le parti, va être là en spectateur. Donc je crois que ça fait partie du jeu normal de la chose. Le CDP a été un parti qui faisait sa cohésion davantage autour de la personne de Blaise Compaoré qu'autour d'autres choses. Mais jusque-là également, l'image de Blaise Compaoré est toujours restée. Quand on voit Edi Kombo-Igo, tout ce qu'il arbore, t-shirt et tout ça, c'est avec Blaise Compaoré. Mais si vous avez remarqué... Alors, les autres, tous les différents camps prônent également le père fondateur, donc il n'y a pas de division qui va. Si vous avez remarqué au niveau de la communication de parti, dans les premiers moments, on voyait Edi sur des affiches, voilà. Et puis, dans un second temps, on a vu une banderole avec Edi à gauche en haut, Blaise Compaoré à droite. Bon, on essaie de jongler, mais au-delà de tout ce jeu public, on est quand même au courant des courants qui traversent et surtout des lignes de scission qu'il y a au sein du parti. Alors, ce n'est ni Edi, ni éventuellement Badini ou Koudiati qui fera l'unité du CDP. Alors, Ali, je ne dirais pas que tu es dans les secrets des dieux, mais ici, on a une tendance qui se dessine, qui est suffisamment, peut-être qui fait même l'objet du conflit ou de la tension. Et c'est qu'aujourd'hui, il y a d'une part la tête du parti qu'il faut prendre, mais il y a d'autre part aussi la candidature à 2020 à la présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, les candidats qu'on voit, que ce soit Koudiati, que ce soit Edi Kombo-Igo, ils sont pour la tête du parti ou ils sont pour plutôt la présidentielle? Est-ce que c'est pas là qu'il y a le problème? Bon, d'abord, il faut remarquer que s'il y a tout ce trouble-là, tout ce mêlé-mêlé autour du CDP, cela montre encore que, après la brillante analyse de Yacouba sur la situation du CDP, après l'insurrection, après ceci, cela, le CDP reste quand même une belle machine politique qui est encore présente sur le terrain, d'où le contrôle est important pour celui qui veut être toujours à la tête de ce parti. Bon, quand on regarde effectivement, il y a tous les candidats à la présidence du CDP se réclament tous de Blaise Compaoré. Donc tout le monde veut tirer sa légitimité de Blaise Compaoré. Que vous parlez d'Edi Kombo-Igo, de Jean Koudiati ou bien de Bouraïma Badini, tous veulent l'onction de Blaise Compaoré. Maintenant, c'est la question. Au début, Edi a joué voulez-vous aller avec moi au-delà de 2020? Donc du coup, il a compris que sur cette option, ça va être très compliqué parce que les militants ne le voient pas comme candidat de leur parti en 2020. Ils préfèrent quelqu'un d'autre. Donc, il a aussi autour de lui une question de légitimité qu'il a du mal à faire valoir parce que les autres estiment qu'il n'a pas suffisamment lutté
au moment difficile du parti, il a toujours été absent, et que c'était Léonce Koné et d'autres personnes qui ont... Donc, cette question de légitimité aussi pèse sur lui, et ça fait beaucoup de problèmes pour lui. Mais il y a également Jean Kouldiati qui est là, il y a Badini, qui sont eux aussi, sont des anciens aussi du parti, qui aimeraient eux aussi comment faire contrôler le parti. Mais ceci étant, c'est toujours la question de 2020. Qui sera le candidat du CDP en 2020? Si au début, Edy a laissé entendre qu'il pourrait être le candidat, aujourd'hui, il recule un peu, alors que quand on regarde Badini et Jean Kouldiati, et quand on regarde dans le tout, pour eux, mais l'observateur a lancé, on va dire, a lancé un nom dans la place, c'est Désiré Kadré Ouedraogo, qui serait donc l'homme providentiel du côté de ceux qui ne sont pas avec je ne voulais pas dire parce que vous... Mais l'observateur l'a dit. L'observateur a dit, donc pour beaucoup de gens, effectivement, le président qui sera élu président du CDP ne devrait pas être nécessairement celui qui va être le candidat du CDP en 2020. Pour beaucoup de militants du CDP, Kadré Désiré Ouedraogo serait la personne la mieux indiquée pour diriger le parti. Il a beaucoup plus il pourrait mieux fédérer tout le monde, alors que les autres ne pourraient pas fédérer tous les militants pour aller aux élections. Mais est-ce que le cas Kadré aussi, est-ce que ce n'est pas finalement la guerre de légitimité? Ce qu'on dit d'Edy Konboigo, c'est pareil aussi pour Kadré. Lui aussi n'est pas toujours au CDP, il n'est pas connu comme étant un grand militant à la base également. Ce qui est certain, ce n'est pas un monsieur, je veux dire, exubérant, qui milite beaucoup, mais ils sont dans une situation où ils ont besoin d'un très bon cheval pour gagner. Donc, pour leur bon cheval à eux, c'est Kadré Désiré Ouedraogo. Donc l'ossature internationale et puis un très proche de Blaise Compaoré qui reste quand même la bombe atomique de ce parti. D'accord. Alors, Maître Kelem, sur la vie du CDP aujourd'hui, est-ce que ce parti va imploser ou exploser? Quand on regarde un peu les tendances qui sont très tendues d'ailleurs, il y a la question donc du parti, il y a la question de la candidature en 2020, il y a la tête de Kadré qui est sortie quelque part. Alors, votre analyse? Bon, d'abord, il faut dire que Léonce Koné a démissionné du parti. Il n'a pas fait. Ça a été dit, mais il n'a pas démissionné. Il a écrit une lettre au président Compaoré. Où il essayait de dire qu'il était un peu... Voilà, il a démenti. Donc, il n'a pas démissionné pour l'instant. Je n'avais pas appris ça. Il a fait un démenti. OK. Ensuite, il a été dit que celui qui sera élu président du parti ne sera pas nécessairement le candidat du parti en 2020. Ça, c'est ce qui a été dit aussi et que Ali a rappelé ici. Ensuite, troisièmement, il faut tenir compte de l'état de démocratie. Moi, je pense que ce n'est pas parce qu'il y a des tensions comme ça que le parti va imploser. Quand vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé au sein du Parti socialiste français, les tendances étaient parfois plus dures que ça. Entre ceux qui étaient à droite du parti, comme les Manuel Valls, etc., et ceux qui étaient vraiment à gauche, comme les Christian Taubira, les Martine Aubry, etc., et ceux qui étaient au centre, mais les tensions avant le Congrès étaient beaucoup plus importantes que ce que nous voyons au sein du CDP. Et pourtant, quand ils faisaient leur congrès, chacun venait avec sa motion, et la motion qui remportait, les gens se regroupaient autour de cette motion. Ça a toujours fonctionné comme ça au sein du Parti socialiste et même jusqu'à la dernière. Oui, mais ça n'a pas porté chance au Parti socialiste parce que finalement, ils n'ont rien eu à cette présidentielle. C'est plutôt quelqu'un qui est en marche, qui marchait quelque part, qui est venu passer. Ça a fonctionné comme ça depuis le congrès d'Épinay de 1971 jusqu'à l'élection de François Hollande. C'est pas rien. En 2012. Donc ça a fonctionné comme ça. Donc, maintenant, chaque parti a sa vie. Maintenant, au sein du CDP... L'affaire Kadré, dont il est question aujourd'hui, Kadré va venir en personnalité, une statue internationale... Il faut dire que, comme on l'a déjà souligné, Edy Konboigo n'a pas la légitimité nécessaire. C'était un ouvrier de la dernière heure. Donc, il a l'argent. Bon, comme on a dit que le Congrès a été évalué à 155 millions, je crois que Edy Konboigo peut faire l'affaire parce qu'il a l'argent pour ça. Lui-même, il a dit que pendant le putsch, il a perdu près de 10 milliards. Donc, ce qui veut dire que ce qu'il gagne, c'est substantiel. Donc, là, au moins, Edy Konboigo peut boucher le trou et puis organiser le congrès et se faire élire. Maintenant, Kadré Désiré, c'est vrai qu'il n'est pas un militant fiefé comme ça du parti, mais il y est quand même depuis longtemps. Il a été Premier ministre et depuis, il n'a pas... Il était ambassadeur à Bruxelles. Oui, ambassadeur, puis au président de la commission de la CEDEAO. Ce sont des postes qui transcendent
Et donc, qui vous place, n'est-ce pas, à un niveau, comment je vais dire là, au-dessus des autres. Et ce n'est même pas maintenant. Même pour l'élection de 2015, il était pressenti pour être le candidat du CDP. Donc, je pense que Kadri Désiré, effectivement, en 2020, pourrait faire l'unanimité. Cela dit, même si Kadri n'est pas candidat, ça n'empêchera pas le CDP de pouvoir trouver le candidat qu'il faut. Parce que, comme j'ai eu à le dire, c'est pas parce qu'il y a des tensions qu'on ne pourra pas se remettre ensemble après le Congrès. Alors, oui, et puis on va passer à l'UNIPS aussi. Je voulais dire une chose pour Kadri Désiré, Ouédraogo et Edi Kombero. Je voulais rappeler, c'est vrai que dans une tribune que Jacques Sekda avait publiée, pour ne pas faire de la publicité sur Kasseto.net, il avait rappelé un peu le parcours atypique d'Edi Kombero au sein du CDP. Mais Kadri Désiré n'a pas un parcours plus riche que Edi Kombero. Et que je rappelle, au lendemain du 15 octobre 1987, faisait partie de ceux qui, à Paris, ont apporté leur soutien à Blaise Compaoré dès le début. C'est vrai que quand il est rentré, il a plutôt préféré les affaires que la politique, mais il a toujours été dans le système, dans les marchés publics, il a toujours été là. Donc, pour moi, sa légitimité sur ce plan-là ne doit pas être mise en balance par rapport à un gars comme Kadri Désiré. Et si ça l'intéresse, lui, par exemple, la présidentielle, il faut qu'on le voie. Moi, je ne vois pas Kadri Désiré Ouédraogo, il semble qu'il est à Ouaga. C'est une information que j'apprends avec surprise. On ne le voit pas, on ne le voit nulle part. Aucune cérémonie. Moi, je vais à plusieurs cérémonies, je ne le vois pas. Si la présidentielle l'intéresse, il faut qu'il sorte. Il faut qu'on commence à le voir, qu'il aille dans les quartiers et qu'il aille dans les doigts, les cérémonies, les funérailles, pour qu'on le voie. Parce que c'est comme ça. Oui, parce que s'il attend d'être nommé président, il ne sera jamais président du gouvernement. D'accord, merci. Attends, je voulais ajouter quelque chose. En 2015, lorsque les événements se passaient ici, Kadri Désiré Ouédraogo était toujours à la CEDEAO. Donc, pour des questions de réserve, il ne pouvait pas se mêler de politique nationale. Maintenant, il était même d'ailleurs là pour les maintenant, Vokouma dit quelque chose de très important. Quand on veut être président dans un pays, on se retrousse les manches, on descend dans la gadoue, on serre les mains sales et on dit bonjour. Je pense qu'il faudra que Kadri aussi se détache. Est-ce que ça, c'est un modèle forcément qui bon, c'est pas forcément un modèle, mais vous savez que... On prend par exemple la statue internationale de l'homme, etc. Est-ce que... Non, c'est pas chose. On aimerait quand même voir le président à un doigt, à une main. Mais il ne l'est pas d'abord. Est-ce qu'on lui a demandé, est-ce que le CDP lui a demandé officiellement d'être son candidat? Si ça l'intéresse. De toutes les façons, ce n'est pas la première fois que le nom de X ou Y apparaît. Mais à ce niveau-là, je crois que nous-mêmes, c'est comme si on fait de l'incitation à la candidature, quoi. Parce que le bonhomme, il n'a jamais fait une manifestation d'intérêt public. Et comme Vokouma le dit, je crois que ce soit lui ou d'autres personnes, on a parlé de Juliette. On ne voit pas Juliette Bonkungu faire des sorties dans le sens de mobiliser des personnes autour d'elle. Donc voilà, et puis ça peut être de la diversion aussi là. Oui, non, ce que Vokouma a dit, que s'il est intéressé, il est temps qu'il mouille le maillot. C'est une arme à double tranchant. Parce que s'il commence maintenant aussi, il s'expose aux critiques, aux pots de banane, etc. Donc, le fait d'apparaître au dernier moment peut être aussi un atout. N'oubliez pas qu'au Pérou, par exemple, Alberto Fujimori, quand il a été élu pour la première fois en 1990, c'est en 3 mois. C'est ça. En 3 mois qu'il a présenté sa candidature et qu'il a été élu. D'accord. Ok, merci. On va évoquer, maître, on va rester avec vous pour rapidement. À l'UNIPS également, on a vu c'est pas le parti qui a fait une scission, mais on a vu un départ quand même important, c'est le député Alexandre Sankara, disons, à qui on attribue la création du parti uni, parti progressiste uni, donc pour le renouveau, qui est un parti politique qui naît donc de lui. On dit que c'est sa création, mais il est connu que il n'est plus sur les mêmes longueurs d'onde que les membres de l'UNIPS de Maître Bénédé Sankara. Un mot sur cette situation également. Un mot seulement. Donc, d'abord, je vais dire que si tel est le cas, moi je ne connais pas trop Alexandre Sankara. Je l'ai aperçu une seule fois lors d'une cérémonie, mais j'ai appris à le connaître par les médias. Et c'est quelqu'un qui m'a, comment je vais dire, impressionné positivement. Et je me rappelle que sous le CNT, c'est grâce à son intervention qu'on a pu arrêter la boulimie des députés du CNT qui voulaient s'octroyer des émoluments faramineux. C'est lui qui est sorti pour dire voilà, les députés gagnent tant. Et ça a donné l'information à tout le monde. Donc moi, c'est quelqu'un qui me semble vraiment qui a embrassé le sankarisme, n'est-ce pas, à cœur.
Donc sur ce plan, bon, moi je lui souhaite bon vent. D'accord. Deuxième, je n'ai pas terminé. D'accord. J'ai eu à dire ici que partout où il y a le pouvoir, il y a conflit. D'accord. Donc ce qui arrive là est tout à fait normal. Bon, Blaise Compaoré a fait 27 ans au pouvoir ici. Il estimait que ce n'était pas suffisant. Il a fallu qu'on le chasse pour qu'il parte. Donc si les jeunes veulent le pouvoir, il faut qu'ils s'organisent. S'ils veulent attendre... Mais le cas de l'UNIPS qui est dehors au pouvoir, ils sont alliés, ils sont déjà au pouvoir. Il y a pas... Est-ce que ce n'est pas des questions de... Non, je voulais être ceci ou cela, on ne l'a pas fait donc je m'en vais. Est-ce que ce n'est pas des questions mais du tout genre? ça fait partie des luttes. Par exemple, je vais être ceci pour une mission sans doute. Ça peut ne pas être pour des intérêts égoïstes. Mais même si vous êtes dans un parti, si vous n'êtes pas au poste qui vous permet de réaliser vos idéaux, vous n'êtes pas satisfait. D'accord. Et ça, j'ai eu à le dire ici, parce que même quand il y a le partage, ce n'est pas sûr que tout le monde obtient ce qu'il veut. D'accord. Donc quand il y a le pouvoir, il y a conflit. Alors laissez-moi un peu terminer. Mais on a encore trois sujets. C'est pour dire que les jeunes, s'ils veulent leur place là, s'ils attendent que les vieux qui nous gouvernent depuis 30 ans là, leur cèdent la place, ils ont tout perdu. D'accord. Il faut qu'ils se lèvent dès maintenant et qu'ils se battent. D'accord. Et avec la manière aussi, parce que souvent on voit aussi des choses qui ne sont pas... Ce pas des convictions forcément... Vous avez vu le gars de l'Agir, de l'Agir là, qui a créé son parti pour les jeunes, il est maintenant conseiller à la présidence. Oui, c'est ça, oui. S'il était resté dans son coin, il ne serait pas là où il est. D'accord. Donc les jeunes, s'ils veulent leur place, ils doivent se lever, se battre pour l'obtenir. Merci, M. Ali. Très rapidement, sur le cas d'Alexandre Sankara. Je connais Alexandre Sankara, qui est un très bon ami à moi, monsieur sympathique et tout, sankariste depuis longtemps dans l'âme. Je ne suis pas très surpris de son départ de l'UNIR-PS. Parce que quand je regarde le positionnement même de l'UNIR-PS par rapport à la majorité, ça me paraissait un positionnement assez opportuniste des gens qui voulaient aller au pouvoir tout simplement. Parce que est-ce que c'est opportuniste? Ils sont des alliés, ils ont décidé d'aller du camp du pouvoir en se mettant à la majorité. Est-ce que ça c'est opportuniste? Je ne vois pas comment des sankaristes peuvent faire alliance avec des gens, une scission du CDP, du MPP, des sankaristes qui s'asseyent avec Salif Diallo, feu Salif Diallo, qui s'asseyent avec... ça, c'est la question idéologique. Voilà, je trouvais ça un peu bizarre. Mais enfin, il semble que la politique, c'est aussi l'art des possibles. Bon, Alexandre Sankara s'en va. J'espère bien qu'il va donner une âme à ce mouvement sankariste, parce qu'en réalité, le mouvement sankariste aujourd'hui, depuis longtemps jusqu'à maintenant, n'est pas une réalité politique comme ça, sociale sur le terrain. C'est une réalité beaucoup plus médiatique. Et j'espère qu'avec Alexandre Sankara, enfin... Elle n'est pas que médiatique, parce que quand même l'UNIPS a eu quand même avoir des députés. Je rappelle qu'au lendemain de l'insurrection, l'UNIPS a été battu par Tahirou Bari. L'UNIPS a été battu par... Bien avant ça, Ali. Alors, bien avant ça... Sous la bannière de l'UNIPS, battu par Tahirou Bari, battu par le CNP, sous la direction de Maître Benouene Sankara. Merci, Ali. Il est vice-président de l'Assemblée nationale. Il devrait normalement se retirer pour rentrer dans le même moule que Maître Yacouba, à la parole. Est-ce que Ali parlait de questions de positionnement idéologique de l'UNIPS en tant que sankariste par rapport au MPP, donc social-démocrate, etc., qui a été combattu en étant, dont les membres étaient au CDP, qui a été combattu comme étant ceux qui ont renversé Sankara et tout, qui se retrouvent là. Est-ce que c'est la question idéologique, est-ce que c'est la question, on va dire, de l'opportunisme qui est ici? Parce que, est-ce que Alexandre ne se plaint pas d'avoir pas eu sa part du gâteau? Qu'il se plaigne d'avoir pas eu ce qu'il voulait, quoi de plus normal? Chacun s'engage pour avoir quelque chose. Mais chez les sankaristes, la politique, c'est pas du gâteau. Oui, ça peut être même une satisfaction morale. Voilà. Maintenant, je crois que le nouveau parti créé est plutôt proche de la majorité. Et voilà. Ils n'ont pas donné leur position. Non, mais parce qu'il y a un reportage, je ne sais pas si c'est sur BF1 ou quelle télé encore, où le président Sommet dit non, nous venons de naître, on ne peut pas dire où on est. Sauf que le journaliste, félicitations à lui au passage, il y a une autre personnalité du parti qui a été interviewée, Amoré, et il a dit, il y a majorité. Voilà, il y a mouvement. Donc le journaliste a eu le réflexe